Bonjour à tous. Le 24 mai de cette année, Vladimir Poutine a fait un déplacement en Biélorussie. Il y allait pour rencontrer le président biélorusse Alexandre Loukachenko pour discuter des exercices militaires à venir qui vont avoir lieu entre la Biélorussie et la Russie. Nous avons également été informés par le biais des chargés de presse des deux présidents que ces exercices militaires incluront également un exercice avec donc les armes nucléaires tactiques, donc une façon de faire peur à l'Occident une fois de plus, juste avant les élections européennes, donc la date a bien été choisie. Mais de cette rencontre, il ressort quelque chose d'autre qu'il convient d'analyser, à savoir l'annonce de Vladimir Poutine que le président russe entrevoit la possibilité de pourparlers concernant la guerre en Ukraine. Le président russe serait même prêt à accepter une suspension des combats, voire un armistice, de par des informations qui viennent de seconde main. Le Kremlin serait prêt à accepter de geler le conflit sur la ligne de front actuelle. Ces informations ont fait l'objet de commentaires. Certains y ont vu une fenêtre, une possibilité d'arrêter les combats en Ukraine et d'arriver à une paix durable avec la Russie. Alors, premièrement, premier constat qu'il convient d'émettre, c'est que la notion de paix durable avec la Russie n'existe pas et n'existera jamais. Donc ceux qui estiment qu'on peut bâtir un compromis, ce qu'on appelle en France l'architecture de la sécurité européenne, sont complètement dans l'erreur, ça n'arrivera jamais, puisque la Russie a une stratégie affichée qu'elle applique depuis au moins 300 ans, c'est de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Point barre. Donc la Russie, s'il y est forcée, est prête à faire des concessions, mais ce sont que des concessions temporaires. Il faut bien se rendre compte, ce sont des concessions à court et moyen terme, mais à long terme, la stratégie de la Russie a toujours été et sera toujours de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Donc il ne sera jamais possible, jamais je le précise bien, de bâtir une quelconque paix durable avec la Russie. Donc il ne sera jamais possible d'arriver à un compromis, voire un partage de l'Europe, comme le pensent certains, à un partage des sphères d'influence de l'Europe, puisque les Russes prendront ce qu'il y a à prendre et reviendront ensuite pour prendre le reste. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, la seule façon de stopper la Russie, c'est qu'elle subisse une défaite qui lui fasse mal, suffisamment mal pour qu'elle soit prête à reculer. Et ensuite, il faut rester vigilant. Rester vigilant non-stop parce que notre niveau de sécurité et le niveau d'agressivité de la Russie dépend et dépendra toujours et a toujours dépendu de la capacité des adversaires de la Russie à se défendre. Donc, comprenez-le bien, mesdames et messieurs, il n'y aura jamais de possibilité de créer ce qu'on appelle en France l'architecture de la sécurité en Europe, ça n'arrivera jamais. Les Russes ne respectent aucun traité, surtout les Russes ne respectent rien aussi fort que la faiblesse, que la force et ne dénigrent, ne méprisent rien aussi fort que la faiblesse. Donc si vous voulez parler avec la Russie, il faut lui parler en tant que personne forte. Et celui qui demande la paix, donc est une personne faible du point de vue de la Russie, donc il ne faut surtout pas se laisser tromper. La Russie n'est pas prête et ne sera jamais prête à arriver à un compromis avec l'Occident. Et je le dis à tous ceux qui pensent que l'Occident a besoin de la Russie, autant que la Russie a besoin de l'Occident. Tout ça, c'est une vision à court terme, voire à moyen terme, puisque la Russie ne sera jamais prête à se mettre d'accord de manière durable avec l'Occident, puisque c'est en l'Occident qu'elle voit son adversaire principal. Donc il faut bien garder ça à l'esprit quand on analyse ce qui se passe en Russie. Maintenant, revenons à cette annonce de Vladimir Poutine de mettre en place une suspension des combats, voire de geler le conflit en Ukraine. Alors pourquoi est-ce que cette annonce arrive maintenant? Alors premièrement, il faut bien voir que la date a bien été choisie puisque nous sommes en Europe, en toute Union européenne, en campagne électorale. Et donc Vladimir Poutine parle à tout l'électorat sceptique concernant le soutien à l'Ukraine. Donc il veut en quelque sorte endosser le costume du gentil. Donc à savoir, donc moi je suis gentil, je propose la paix. Si les Occidentaux refusent la paix, ce seront eux les méchants. Donc voilà un peu près le communiqué le message qu'envoie Vladimir Poutine. Ensuite, il veut renforcer donc les partis politiques en Europe qui sont proches de la Russie, voire qui sont financés par la Russie.
Donc des partis comme le Rassemblement National, par exemple, en France, le parti comme Vox en Espagne, l'AfD en Allemagne. On sait parfaitement qu'il y a une forte proximité avec la Russie de ces partis, donc c'est pas la peine de se mentir. Marine Le Pen, Jordan Bardella pourront filer tous les costumes qu'ils veulent, ils pourront faire toute la com qu'ils veulent, le fait est et que précédemment le FN et maintenant le RN sont des partis très proches de la Russie, du Kremlin. Le FN a été financé par la Russie, par les banques russes. Le RN, Marine Le Pen et son entourage font partie de ce qu'on appelle une communauté de pensée avec Vladimir Poutine, donc il faut pas s'y tromper. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine, ce qu'il veut, c'est renforcer les partis qui sont, dans leur façon de penser, proches de la Russie, pour leur permettre justement d'argumenter dans le sens d'une paix en Ukraine. Ou au moins d'un cessez-le-feu, voire un armistice, peut-être geler les combats en Ukraine, en vue de négociations politiques futures. Mais la Russie n'a aucune intention de négocier, ça, sachez-le bien. Il s'agit tout simplement d'un leurre que Vladimir Poutine envoie, parce qu'il en a besoin là et maintenant. Donc c'est une stratégie pensée à court et moyen terme. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les choses ne vont pas aussi bien que ça pour les Russes. Premièrement, les Russes sont en train de perdre le Bakou. Alors, les Russes ont voulu punir l'Arménie pour son rapprochement avec l'Union européenne, ne l'ont pas soutenu quand l'Arménie a été agressée par l'Azerbaïdjan dans le cadre de la guerre pour le Haut-Karabakh. L'Arménie a perdu le Haut-Karabakh, elle s'en souvient. Donc aujourd'hui, l'Arménie se rapproche de l'Union européenne puisqu'elle a été délaissée, elle a été trahie, en quelque sorte par Moscou, qui garantissait sa sécurité et qui garantissait une espèce d'équilibre fragile donc, qui régnait donc, dans les relations azérbano-arméniennes. Donc aujourd'hui, l'Arménie s'éloigne de la Russie, mais pareil pour l'Azerbaïdjan, puisque les Russes pensaient miser sur l'Azerbaïdjan et ils se sont trompés, parce que l'Azerbaïdjan donc, a pris leur soutien ou leur manque de réaction quand ils ont agressé l'Arménie pour récupérer le Haut-Karabakh. Le fait est que l'Azerbaïdjan se rapproche de plus en plus de la Turquie pour des raisons économiques, des raisons culturelles également. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est bien plus proche de la Turquie que de la Russie. La Turquie a bien plus à offrir à l'Azerbaïdjan que la Russie. Donc voilà, aujourd'hui, le Kremlin est bel et bien en train de perdre l'Azerbaïdjan. L'Arménie l'a déjà perdu. Ensuite vient la question géorgienne. Alors on voit parfaitement que les Géorgiens se révoltent en masse contre ce qu'on appelle la loi russe, donc qui a été adoptée par le Parlement. Cette loi russe qui finalement met en place un système russe concernant les associations, les ONG en Géorgie. Donc les ONG financées à plus de 20% par des fonds extérieurs doivent être signalées comme agents étrangers. C'est une loi qui a été adoptée en Russie il y a ça 15 ans, donc on adopte la même en Géorgie. Une grande partie de la population qui a des aspirations occidentales et européennes s'y refuse. Ça montre bien que la Russie est en train de perdre la Géorgie. Peut-être qu'on se dirige vers quelque chose qui rappellerait à Tbilissi l'Euromaïdan en Ukraine. On ne le sait pas. Dans tous les cas, une chose est claire, c'est que la Russie est en train de perdre la Géorgie. Et ça paraît assez évident. Ensuite, les choses ne vont pas si bien que ça en Ukraine non plus, puisque donc d'une part, après plus de 2 ans de guerre de haute intensité, et après plus de 10 ans de guerre, puisque la guerre en Ukraine a débuté, rappelons-le, en mars 2014, la Russie est arrivée à prendre 15% du territoire ukrainien. Donc il n'y a pas vraiment de raison de se réjouir. Alors effectivement, donc les Russes sont en train de prendre pas à pas le Donbass. Le fait est qu'aujourd'hui, prendre le Donbass, ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que tout ce qui avait de la valeur dans le Donbass en 10 ans de guerre a été détruit. Et toutes les mines de charbon qui avaient de la valeur, toutes les mines, toutes les ressources aujourd'hui, elles sont pas accessibles. Les mines ont été détruites, l'infrastructure a été détruite. Donc aujourd'hui, pour reconstruire l'infrastructure qui permettrait d'extraire les ressources naturelles dans le Donbass, reviendrait à investir des dizaines de milliards de dollars. Et c'est pas rentable si l'on prend le cours du marché du charbon. Donc aujourd'hui, la Russie peut-être est en mesure de prendre le Donbass, mais tout ce qu'elle va faire, c'est prendre une terre brûlée qui ne lui servira plus à rien, puisque aujourd'hui, le Donbass a été détruit, complètement détruit. Donc, prendre le Donbass, finalement, n'est pas rentable économiquement. Et la Russie, la guerre lui coûte cher. Ça, il faut bien le rappeler que cette guerre, elle n'est pas donnée. Et la Russie, elle finance sa guerre comment? Elle finance sa guerre avec des rapports très défavorables pour le Kremlin avec la Chine. Puisque, effectivement, donc la Chine a renforcé ses liens commerciaux avec la Russie, certes.
mais au détriment de Moscou, puisque Moscou se rend complètement dépendant économiquement de la Chine. Et il faut se rappeler que la Chine est en train de grappiller du territoire en Sibérie. Finalement, les Chinois sont en train de peupler la Sibérie russe. Donc aujourd'hui, la Russie se rend très bien compte du danger chinois qui pèse sur elle, mais elle n'a pas le choix, puisque si elle veut faire la guerre en Ukraine, elle a besoin d'avoir un partenaire économique, elle a besoin d'exporter, elle a besoin d'argent. Et cet argent-là, il peut venir que de Chine. Donc aujourd'hui, si la Russie veut continuer sa guerre en Ukraine, elle est obligée d'accepter l'expansion chinoise sur son propre territoire. Donc, d'un côté, la Russie affronte l'Occident qu'elle considère comme son pire ennemi. D'un autre côté, elle commence à se rendre dépendante de la Chine et finalement commence à être de plus en plus annexée par l'économie, le business, l'économie et l'État chinois. Donc, c'est pas une situation qu'on pourrait appeler des plus profitables. Et la Russie se rend très bien compte. Ensuite, l'armée russe, certes, avance sur le terrain. Bon, ce sont de toutes petites avancées, mais elle avance tout de même. Pourquoi? Eh bien, c'est une avance à coup de masse, puisque la Russie a bien plus d'hommes que les Ukrainiens sur le terrain. Le rapport de force, c'est 3 soldats russes pour un soldat ukrainien. Elle a bien plus de matériel. Les Russes peuvent se permettre de tirer environ 10 à 15 000 obus par jour sur le front, alors que les Ukrainiens, c'est 2 voire 3 000 obus par jour au maximum. Donc ça fait une grande différence. Le matériel occidental qui a été promis aux Ukrainiens arrive au compte-gouttes, donc n'est toujours pas arrivé. Donc les Russes ont effectivement l'avantage sur le terrain, mais c'est un avantage qui est précaire, puisque l'armée russe a eu des pertes énormes en Ukraine en 2 ans de guerre. Selon les décomptés indépendants qu'on peut trouver, elle a perdu au moins 150 000 hommes, donc 150 000 hommes tués, 300 000 hommes blessés, donc c'est énorme. C'est énorme pour avoir gagné quoi finalement? Eh bien rien du tout, puisque la Russie, aujourd'hui, elle a la Crimée, elle l'avait déjà il y a 10 ans. Elle peut peut-être avoir le Donbass qui est complètement détruit, qui ne lui rapportera plus rien. Donc aujourd'hui, la Russie n'a rien gagné du tout. Donc aujourd'hui, la guerre en Ukraine, ça reste un échec. La Russie n'est pas arrivée à atteindre aucun de ses objectifs en Ukraine. Donc aujourd'hui, elle peut considérer que la guerre en Ukraine, même si elle avance sur le terrain, ça reste un échec. Ensuite, la Russie a un autre problème, c'est sa défense antiaérienne. Puisque ce qui s'est passé dans la mer Noire, donc les attaques ukrainiennes avec l'usage des missiles occidentaux, que ce soit les Atakams, que ce soit les Scalp, les Storm Shadow ou les Aster, ont montré une supériorité technologique occidentale sur les défenses russes. Tout simplement, les Occidentaux ont chassé les Russes de la mer Noire, des côtes ukrainiennes de la mer Noire, ont déchargé le port d'Odessa. Donc aujourd'hui, le port d'Odessa reste accessible et utilisable. Donc aujourd'hui, les Russes se rendent très bien compte que d'un point de vue technologique, que ce soit donc les armes balistiques, les défenses antiaériennes, ils font pas le poids contre l'Occident. Et ça, c'est un souci, parce qu'aujourd'hui, ce qui est sur la table réellement en Occident, aujourd'hui, c'est un fait, hein, c'est plus une hypothèse, c'est pas d'ambiguïté stratégique, c'est une véritable hypothèse, c'est d'utiliser les armes occidentales pour aller taper en profondeur en Russie, à savoir taper sur l'infrastructure russe, taper sur les raffineries, les réseaux d'énergie, les voies ferrées, les dépôts de munitions, etc., etc. Et ça, la Russie, elle le redoute, parce que aujourd'hui, si nous, en Occident, on a un souci de défense antiaérienne, certes, c'est rien comparé aux soucis qu'ont les Russes. Aujourd'hui, les Russes, tout simplement, sont incapables de repousser une attaque aérienne massive. Et ça, on le voit clairement quand vous avez des drones faits maison ukrainiens qui vont bombarder donc des sites en Russie et rien ne les intercepte. On voit clairement que les Russes n'ont pas de défense antiaérienne et ils s'en rendent très bien compte. Donc, si aujourd'hui l'Occident avait décidé d'utiliser ces armes balistiques, ces missiles de courte et moyenne, voire longue portée pour aller taper sur l'infrastructure russe, la Russie serait complètement sans défense. Et on le sait parfaitement, donc la menace nucléaire, c'est une menace qui est purement hypothétique. La Russie n'utilisera jamais l'arme nucléaire, ça signifierait la fin du monde. Je ne suis pas sûr que les milliardaires russes, les oligarques ont envie que le monde qu'ils ont tant fait pour le bâtir à leur guise et ont investi disparaissent. Donc en toute honnêteté, la menace nucléaire, elle est inexistante, ça n'arrivera pas. Les Russes ne peuvent pas mettre cette menace à exécution. Dans tous les cas, aujourd'hui, ils sont en position de faiblesse en fin de compte, donc ils proposent de geler le conflit. Pourquoi? Puisque d'une part,
C'est leur façon de parler à l'électorat occidental dans le cadre des élections européennes. C'est une façon de donner de l'argumentaire aux partis en Occident qui veulent la paix avec la Russie. Mais c'est aussi une façon de se donner du temps. Du temps pourquoi? Eh bien, pour voir ce qui va se passer en novembre aux USA, voir qui va gagner les élections, est-ce que les États-Unis vont sombrer dans une crise politique, sociale, voire nationale. Ça leur donne du temps pour voir ce qui va se passer en Occident, peut-être qu'il y aura des attentats, peut-être qu'il y aura des manifestations, des troubles, donc tout ça permettra aux Russes de se donner du temps. Du temps pourquoi? Bien pour se refaire tout simplement, pour se regrouper, pour se moderniser, puisqu'on voit parfaitement que l'armée russe, elle est complètement bouffée par la corruption. C'est pas pour rien que les Russes ont changé leur ministre de la Défense. Alors, Sergei Shoigu, donc un vieux compagnon de route de Poutine qui certes n'a pas été banni, peut-on dire. Il a été transféré dans un autre organe institutionnel, à savoir le Conseil de sécurité nationale. Il n'en est pas moins qu'il a quand même été démis de ses fonctions. Et il a été remplacé par l'homme qui pense différemment de Shoigu, à savoir Andrei Bialousov. Alors, contrairement à ce qu'on a dit, Bilousov n'est pas un petit jeune, il a 60 ans, c'est également un vieux compagnon de route de Poutine, mais c'est quelqu'un qui pense en termes économiques, en termes rationnels, en termes logistiques. Aujourd'hui, c'est ça que l'armée russe a besoin. L'armée russe a besoin de se moderniser, surtout l'armée russe a besoin de savoir où elle en est réellement, parce que la réalité du papier ne correspond pas absolument pas sur la réalité du terrain. Il y a une corruption énorme dans l'armée russe. Alors, certes, la Russie est passée en mode économie de guerre, mais finalement, de par la corruption, les informations inexactes, l'incompétence, et finalement un vrai foutoir, pourrait-on le dire ainsi, dans l'appareil étatique russe, on ne sait pas exactement où en est la production russe, on ne sait pas exactement de quoi dispose l'armée, et on ne sait absolument pas de quelle qualité est le matériel qui est produit. Donc aujourd'hui, on a un homme qui est censé remettre de l'ordre dans tout ça, il est censé créer une armée plus moderne, surtout une armée plus organisée, plus efficace, parce que si l'armée russe a montré une chose, c'est qu'elle n'est efficace que par sa masse, absolument pas par sa technologie, absolument pas par ses compétences, juste par sa masse. Et ça ne suffit pas. Si la Russie va envisager d'affronter l'Occident un jour ou l'autre, elle ne peut pas que compter sur sa masse. Donc aujourd'hui, la Russie, elle a besoin d'un certain temps pour se refaire, pour refaire son armée, pour reprendre ses stratégies, pour changer de cadre. Les cadres de l'armée russe ont échoué, ça c'est une certitude. Donc les premiers jours de l'offensive russe, donc de février 2022, ont été un échec cuisant. Mais la Russie voit également qu'elle s'est trompée. Et ça, c'est une erreur qu'a fait Vladimir Poutine. Elle s'est trompée parce que la guerre en Ukraine s'est avérée être une erreur, la guerre de haute intensité. Il aurait bien été plus intelligent, plus avisé de suivre ce que disait le chef du SVR, donc du service de renseignement russe, Naryshkin, qui disait qu'il fallait continuer le processus politique concernant l'Ukraine. Et c'est un fait, puisque si la Russie n'avait pas déclenché un conflit de haute intensité en février 2022, tout laisse à penser qu'elle serait arrivée à récupérer la Crimée, donc officialiser son appartenance à la Russie et récupérer le Donbass par les instruments politiques. Et qu'est-ce que ça aurait fait comme différence? Eh bien, la différence que ça aurait fait, c'est que le Donbass, si la Russie l'avait récupéré par des instruments politiques, il serait utilisable. Les ressources qui s'y trouvent seraient utilisables, alors qu'aujourd'hui, la Russie, elle peut récupérer le Donbass, c'est à sa portée. Bon, c'est pas fait, mais c'est à sa portée. Et comme je le disais, elle va récupérer une terre brûlée. Donc, de toute façon, l'instrument militaire a échoué, l'armée a échoué, ça il faut le dire clairement. Le problème, c'est que la stratégie également a échoué, puisque la Russie, aujourd'hui, elle ne récupère rien du tout de l'Ukraine. Les 15% du territoire qu'elle a, c'est rien du tout. Si aujourd'hui la Russie arrêtait le conflit, qu'est-ce que diraient les Russes à Vladimir Poutine? Et ben tout ça pour ça. On a perdu 300 000 hommes, plus de 100 000 tués, plus de 200 000 blessés. On a dépensé des centaines de milliards de dollars, on s'est rendu dépendant de la Chine. Et tout ça pourquoi? Pour un Donbass qui est brûlé et la Crimée, ben c'est pas génial. Donc aujourd'hui, la Russie a besoin de revoir sa stratégie. Et ça, c'est évident. Et pour ça, elle a besoin de ce qu'on appelle aussi la Peredeshka. La Peredeshka, c'est un temps de pause. Donc la Russie a besoin de se poser, tout simplement. A besoin de souffler pour revoir ses stratégies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle nous propose de geler le conflit en Ukraine. Mais pendant qu'elle nous propose de geler le conflit en Ukraine, eh bien, elle monte en puissance dans la guerre hybride dans l'Europe, puisqu'on voit parfaitement ce qui se passe en Pologne. Donc il y a eu
6 incendies en l'espace de 4 jours au mois de mai de cette année. Des incendies volontaires qui maintenant, on le sait, ont été déclenchés par les Russes, dont une galerie commerciale, un lycée, un dépôt de bus, un dépôt de déchets hautement toxiques. Ça, c'est la guerre hybride menée par la Russie. On sait parfaitement que les Russes veulent apporter donc, du trouble en France en provoquant des troubles entre les minorités musulmanes et juives. On le voit dans les villes de France où des tags antisémites sont affichés, etc. Donc tout ça, c'est l'œuvre de l'action des services secrets russes. On voit ce qui se passe également en Nouvelle-Calédonie, où les Russes agissent d'une part par des attaques cybernétiques, d'autre part en ajoutant de l'huile sur le feu dans le conflit actuel en Nouvelle-Calédonie. Donc la Russie, que ce soit la Pologne, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, elle crée du trouble là où elle peut. Donc on voit clairement que les intentions de la Russie ne sont absolument pas de stabiliser le conflit avec l'Occident. Il s'agit juste de faire une pause. Alors, il faut bien comprendre que si on accepte cette main tendue, qui finalement qui n'est pas une main tendue, mais c'est plutôt un AK-47 chargé qui est tendu en direction de l'Occident, que tient cette main soi-disant qui parle d'armistice, ce sera une grave erreur, parce que ce que veulent aussi les Russes, c'est endormir l'Occident en disant voilà, la guerre en Ukraine va s'arrêter, le conflit va être gelé, revenez à vos histoires, on revient à nos problèmes, et puis on en reste là. Alors que ce ne sera pas du tout le cas, puisque s'il y a une chose qui est claire, c'est que les Russes ne vont pas en rester là, et ça je vous le dis très clairement. Pourquoi? Eh bien, comme je le disais, aujourd'hui la Russie elle est en position de défaite, parce que qu'est-ce que cette guerre en Ukraine lui a rapporté? Cette guerre lui a coûté plus de 300 000 hommes, tués et blessés, des centaines de milliards de dollars dépensés, de l'armement. La Russie passe en économie de guerre, tout ça pour avoir récupéré 15% du territoire ukrainien, dont le Donbass non utilisable et la Crimée. Eh bien, il est clair que la Russie ne va pas en rester là. Donc aujourd'hui, ce que veut la Russie, c'est un temps de pause pour se refaire, pour se regrouper, pour apprendre de ses erreurs, pour pouvoir ensuite se remettre en route. Se remettre en route, pourquoi? Pour où? Eh bien, se remettre en route vers la frontière du flanc est de l'OTAN. Et pour aller jusqu'où? Eh bien, jusqu'où ce sera possible d'aller. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien intégrer, c'est que les Russes, ils vont toujours jusqu'où ils peuvent aller. Ils ne s'arrêteront jamais tant qu'on ne les aura pas arrêtés. Donc si aujourd'hui, on se laisse berner par ces histoires d'armistice, de suspension, d'arrêt des combats, on le paiera très cher. Puis ce que, je le répète, et il faut vraiment l'intégrer, il n'y a pas de paix durable, il n'y aura jamais de paix durable avec la Russie. La Russie peut reculer, mais si elle recule, c'est pour mieux sauter. Et c'est exactement ce qu'elle veut faire aujourd'hui. Elle veut reculer pour mieux sauter. La Russie n'est pas prête du tout à geler le conflit en Ukraine de manière permanente, voire pour quelques années. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est perdante. Elle est perdante sur toute la ligne. Donc, si elle veut geler le conflit, ou au moins donner l'impression, c'est tout simplement pour pouvoir repartir à l'assaut de plus belle dans quelques temps. Donc aujourd'hui, nous, il faut absolument pas se laisser berner par ces annonces de Vladimir Poutine qui, soi-disant, voudraient la paix. C'est la Russie qui a agressé l'Ukraine, c'est la Russie qui agresse l'Occident. La Russie mène une guerre hybride, une guerre de sabotage. Elle cherche à saboter et affaiblir l'Occident. Tous les jours et par tous les moyens possibles, elle continuera à le faire, armistice ou non. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est de continuer de soutenir l'Ukraine le plus possible. Mais surtout, ce qui compte aujourd'hui, c'est de se donner les moyens de gagner cette guerre, parce que la guerre en Ukraine, elle est gagnable, mais c'est en se donnant les moyens qu'on peut la gagner. Alors comment la gagner? Bien, c'est pas compliqué. Il faut sauter le pas. Et il faut aller taper. Il faut aller taper en profondeur sur la Russie, il faut aller taper en profondeur sur les infrastructures russes, sur les raffineries. Il faut aller taper en profondeur sur les réseaux énergétiques, sur les dépôts de munitions. Voilà, on en a les moyens. La Russie n'a pas de défense antiaérienne suffisamment solide pour se défendre contre des frappes occidentales. Et quelle sera sa réaction? Elle ne fera rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se le permettre. La Russie n'utilisera jamais l'arme nucléaire, ça ne se fera pas. Et si on veut imaginer un jour pouvoir négocier un armistice en Ukraine, ça ne pourra se faire que si les Ukrainiens sont en position de force sur le terrain. Tant que les Ukrainiens seront en position de faiblesse, il ne sera pas possible de négocier même un armistice durable. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est que la Russie subisse une défaite. Et l'histoire le montre clairement. Les Russes ne reculent que s'ils ont subi une défaite. Ils ont besoin de prendre un gros coup de pied dans le derrière. C'est juste comme ça qu'on peut les reculer. C'est ce qui est arrivé en 1920.
ils ont pris un gros coup de pied dans le derrière de la part de la Pologne, dans le cadre de la guerre polono-bolchevique, et là, du coup, la Russie a reculé. Mais tant qu'elle ne subira pas une défaite, elle ne reculera pas. Alors, il faut bien comprendre qu'elle ne reculera pas pour toujours. L'histoire polonaise l'a bien montré. Les Russes ont pris un gros coup de pied en 1920, ils sont revenus de plus belle en 1939. Donc, la Russie revient toujours à la charge, ça il faut bien le comprendre. Mais si on veut pouvoir négocier avec la Russie au moins une paix pour quelque temps, et si on veut s'assurer qu'elle respecte cette paix, il faut être en position de force, puisque la Russie ne respecte rien de plus que la force et ne méprise rien de plus que la faiblesse. Et ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, une fois qu'on sera arrivé à négocier quelque chose avec la Russie, ce sera que pour quelque temps. Et la Russie sera toujours une menace. Il ne sera jamais possible d'arriver à une paix à long terme en Europe avec la Russie. Ça ne se passera jamais. Parce que c'est pas dans la mentalité russe, c'est pas dans leur stratégie. Les Russes reviendront toujours à la charge. Et en fin de compte, la menace russe dépendra de nos capacités à pouvoir nous défendre, de nos capacités à pouvoir y faire face. Donc plus on sera préparé, mieux on sera préparé. Plus on sera conscient de la menace russe, moins cette menace sera réelle pour nous. C'est comme ça que ça marche. Tu veux éviter la guerre, prépare-toi à la guerre. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. Mais surtout, il faut bien comprendre que les annonces de Vladimir Poutine, euh, tenant à dire qu'il cherche un armistice, c'est du flan, c'est du bluff. Poutine a besoin effectivement d'un temps de pause, d'une pialadechka pour regrouper son armée, se refaire, revoir sa stratégie. Certes, il a besoin de ce temps pour voir ce qui va se passer en Occident, mais c'est surtout de la propagande, c'est surtout de la com. Ce que veut aujourd'hui Vladimir Poutine, c'est de dire aux électeurs en Europe, regardez, moi je suis gentil, vos dirigeants sont les méchants. Moi je veux la paix, c'est vos dirigeants qui veulent la guerre, alors que c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, c'est Poutine qui fait la guerre, et quand Poutine dit qu'il veut la paix, en fin de compte, ce qu'il nous dit, c'est je veux la paix pour mieux faire la guerre. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les annonces de Poutine. Donc, ne nous laissons pas leurrer par ces soi-disant annonces d'armistice, parce que dans le même temps où Poutine annonce vouloir l'armistice, il se livre à des actions de sabotage dans toute l'Europe. Pologne, France, Allemagne, Royaume-Uni, etc., etc., toute l'Europe, tout le continent européen est sous influence du sabotage russe, ainsi que la Baltique, où le signal GPS est brouillé. Donc la Russie se livre à des actions de sabotage constamment, mais également des attaques cybernétiques dont on voit les effets tous les jours en France, en Pologne, en Allemagne. Mais la Russie se livre également à de la guerre de désinformation, justement en se servant des partis qu'elle soutient. Alors, il y a les partis qui sont financés par la Russie, certes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les idiots utiles. Les idiots utiles qui croient qu'on peut arriver à une paix durable avec la Russie, les idiots utiles qui croient qu'on peut arriver à construire une sécurité durable avec la Russie en Europe. Alors, moi, j'appelle tout simplement tous ceux qui voudraient la paix en Ukraine. Moi aussi, je la voudrais, je pense que tout le monde veut la paix, mais si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre, et surtout, ne soyez pas des idiots utiles pour Poutine, parce que c'est ce que Poutine veut aujourd'hui, ces annonces d'armistice, de paix, et ça a pour but de faire de nous des idiots utiles. Alors, soyons pas des idiots utiles, soyons conscients de ce qu'est la Russie, et soyons conscients surtout d'une chose. La Russie ira aussi loin qu'on la laissera aller. De notre capacité à nous défendre dépendra la menace russe. Plus nous serons capables de nous défendre, moins la menace russe sera importante pour nous, mais la Russie restera toujours une menace pour l'Occident, toujours. Ça ne changera jamais, puisqu'il n'est pas possible, il n'a jamais été possible, il n'est pas possible, il ne sera jamais, je le précise, il ne sera jamais possible d'arriver à un compromis quelconque avec les Russes, un compromis qui puisse assurer à l'Europe la sécurité et la paix à long terme. Ce n'est pas dans la mentalité russe, ce n'est pas dans la stratégie, ça ne le sera jamais. Donc il faudra toujours être vigilant, mais avant de pouvoir calmer la Russie, de pouvoir la repousser dans ses frontières, il faut lui infliger une défaite qui lui fasse mal, une défaite qui la fasse saigner, parce qu'il n'y a que le sang, la douleur et les balles et le feu que les Russes comprennent, ils ne comprennent rien d'autre. Le processus politique, ils s'en servent juste comme instrument pour arriver à leur fin. Ils ne respectent pas le traité qu'ils signent. Donc quand les Russes vous disent nous voulons la paix, ce qu'ils vous disent c'est nous voulons la paix aujourd'hui pour mieux faire la guerre demain. Et il faut en être conscient. Voilà ce que nous pouvons dire à cet instant. Pour ceux qui estiment que cet enregistrement a quelconque valeur, je les invite à bien vouloir le liker, ainsi que ceux qui estiment que
mon activité sur YouTube a une quelconque valeur ajoutée, je vous invite à bien vouloir souscrire, vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne autour de vous, à vos contacts. Pour ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi concernant ce qui se passe donc, en Europe centrale, orientale, en Ukraine, en Russie, je vous invite à bien vouloir me contacter sur les réseaux sociaux, dont Messenger entre autres, envoyer un email également, à l'adresse stefanik.zbigniew@laposte.net. Je suis à la disposition des journalistes et des analystes, de tous ceux qui voudraient rentrer en contact avec moi concernant les sujets que je traite. Dans un avenir proche, je ferai d'autres enregistrements concernant la France, l'Europe, des enregistrements en polonais, en français, des enregistrements donc, qui traitent de l'actualité, de tout ce qui nous concerne et qui se passe autour de nous, même si les choses se passent à quelques milliers de kilomètres. N'oublions pas que dans un monde globalisé, dans un monde qui est un village global, ce qui se passe à 10 000 km de nous a la plupart du temps une influence réelle sur notre quotidien, donc il importe de savoir ce qui se passe pour pouvoir y faire face. Pour l'heure, je vous remercie pour votre attention, du temps que vous avez consacré à mes enregistrements. Je vous invite à écouter, à visionner mes vidéos précédentes ainsi que les suivantes. Et je vous dis à bientôt.